remercier l'initiative prise par l'université, héberger une activité scientifique et de sensibilisation avec le Croissant Rouge, et évidemment qui fait beaucoup de choses pour la société, qu'elle soit locale ou qu'elle soit nationale, même ces activités à l'échelle internationale. Alors, je tiens à remercier aussi mon collègue Dr Azouk qui a fait une présentation excellente et qui est une introduction à cette présentation. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, on va se demander et se poser la question suivante: est-ce que tout ce qui se dit sur l'aspect prédateur de l'humain est vrai? On va se poser la question suivante: est-ce que vraiment cette démographie galopante à l'échelle de la planète a fait de telle sorte que l'homme n'a plus d'autre issue que de mourir? Parce qu'on a peint des tableaux extrêmement noirs en disant, voilà, le fait que l'humain s'est développé comme une bactérie, ça a été utilisé tout à l'heure comme terme, je pense que c'est assez fort, mais je tiens à te remercier pour la force des mots. Et vous savez, les humains aussi, il y a de grands débats qui se tiennent sur la planète. Il y a des gens qui disent il y a un réchauffement climatique, et il y a d'autres qui disent que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Et l'objet de la conférence aujourd'hui, c'est comment prouver, c'est-à-dire comment dire que certains ont raison et d'autres ont tort. Et évidemment, pour pouvoir prouver, il faut faire de la recherche scientifique, il faut quantifier, il faut connaître les paramètres de son propre territoire. Évidemment, la connaissance est basée sur la recherche. Évidemment, quand la recherche se met, évidemment, elle se met en branle, elle ne se met pas individuellement. Ce ne sont pas des recherches à l'échelle d'un mémoire ou à l'échelle d'une thèse qui peuvent régler des connaissances sur tout un territoire. On devrait faire des démarches scientifiques et on va voir comment on les construit de telle façon que quand un Algérien regarde sa rivière, il devrait la regarder de la même manière qu'un Marocain, de la même manière qu'un Tunisien et de la même manière qu'un Américain. C'est-à-dire comment faire de telle sorte que tout soit harmonisé pour que la connaissance qui est donnée soit quantifiée, traitée, et les éléments d'information qu'on donne, ce sont des éléments d'information justes. Alors, je vais vous parler d'un exemple d'un projet structurant que nous menons depuis 2008. Alors, je pense que c'est comme ça que ça avance, donc je fais ça. Alors. C'est bloqué. Pour quelle raison? Donc, je suis obligé de me mettre devant le clavier. Voilà. Et voilà. Alors, actuellement, nous sommes en train donc de coordonner un projet de recherche qui vient juste d'être acquis et qui va commencer à partir du 1er avril. C'est un projet qui a été financé par l'Union européenne, qui s'appelle Projet Suprême. Alors, ça tourne autour de quoi? Autour de projets déjà achevés, et on va les faire défiler. Donc, on a fait, regarder l'évolution de la ressource en eau du bassin versant du Maghreb. Nous avons essayé de comparer des bassins versants maghrébins, entre autres le bassin versant de la Soumam, le bassin versant, comment il s'appelle, celui du Constantinois, j'ai oublié son nom, plus, non, le Constantinois. Le Rumel, voilà, merci beaucoup M. Benhamish, il fait partie donc de ces projets-là. Il y a donc un bassin versant marocain et un bassin versant tunisien, si mes souvenirs sont bons, c'est le Cap-Ban. Et évidemment, donc tous ces projets-là ont fait de telle sorte, donc on en a fait des projets depuis. L'un des projets a été mené par M. Benhamish. Il y a donc des partenaires aussi canadiens qui se sont mis de la partie, et aussi donc des projets bilatéraux, entre autres un projet tassilien, un projet AUF, mais aussi un programme national de recherche, vous voyez, parce qu'il y avait un souci local et qui tournait, on va le voir tout à l'heure, sur la salinité qu'on voit sur le haut du bassin de la Soumam. Pour quelle raison? Évidemment, on n'a pas de réponse. Nous pouvons seulement vous donner des mesures, mais même la mesure pose un problème, parce que nous allons voir que ce qui intéresse la recherche, c'est beaucoup plus les tendances. On va où? Alors, c'est basé sur quoi? Alors, tout d'abord, avant de commencer un travail, il faut faire une synthèse des études, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est fait depuis qu'on commence à faire de la recherche, en tous les cas,
tout l'archivage, qu'il soit numérique ou autre, qu'on peut retrouver sur les bases de données. Si vous y allez sur Google Scholar, hein, il y a Google, vous marquez Scholar, Google Scholar, c'est le Google académique, qui a un petit peu à l'intérieur toute la recherche mondiale, presque toutes les bases de données. Essayez d'écrire bassin versant de la Soumam. Vous allez trouver à peu près une dizaine de milliers de travaux. Essayez de marquer, je profite de l'occasion parce qu'il y a l'association littorale Bijaya qui est juste là, dans cette salle, essayez de marquer le littoral au Kaust Béjaïa, et vous allez trouver à peu près il y a 4000 travaux. Tout le problème dans ces travaux-là, c'est que c'est fait essentiellement autour des mémoires. Vous regardez les étudiants, ils arrivent généralement vers le mois de mars pour faire leur mémoire, ils font un mois de mémoire, de mesure, et après il n'y a plus rien. Ce sont généralement des mesures ponctuelles. Il n'y a pas une fréquence de la mesure pour pouvoir prendre des décisions. Nous allons voir tout à l'heure que quand on prend des sujets de doctorat, on peut faire à la rigueur une mesure chaque semaine. Pendant une année, c'est 52 semaines, donc on peut voir tout un cycle hydrologique. Là, la mesure, quand elle est continue, on peut prendre des décisions. Mais quand la mesure n'est pas continue, elle est discontinue, vous avez 2 points sur une année, et vous allez prendre une mesure, plutôt une décision qu'il y a un réchauffement du climat, ça, entre parenthèses, bon, je ne vais pas dire que c'est du n'importe quoi, mais c'est juste des points qui ne veulent dire que les 2 points mesurés. Alors, la synthèse des travaux, que nous avons effectués, c'est tout d'abord la synthèse à l'échelle globale, donc à l'échelle planétaire. À l'échelle planétaire, l'essentiel des travaux que nous avons sont beaucoup plus issus de la modélisation. D'accord? Tout à l'heure, monsieur Azoug a donné beaucoup de résultats qui émanent de la modélisation. Et tout le problème, c'est comment coller la modélisation à l'observation réelle. Nous allons voir comment que un groupe international des experts du climat, qui est un groupe qui est domicilié dans l'ONU suite à tous les accords que vous avez énumérés tout à l'heure, eh bien, ce groupe-là a produit des documents, il produit des documents presque chaque 2-3 années, hein, et vous allez voir que les tendances sont extrêmement graves pour l'humanité. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens, donc des politiques, qui sont complètement contre ces rapports-là, parce qu'ils disent que ce n'est pas vrai. Alors c'est pour ça que les pays, donc les États, ont décidé de financer des recherches pour regarder est-ce que tout ce qui se modélise peut être observé ou pas. Est-ce qu'on peut caler l'observation à la modélisation. Donc, le grand problème, maintenant, quand on arrive à l'échelle locale, c'est-à-dire quand on va observer le bassin versant de la Soumam, quand on veut mesurer des débits, quand on veut mesurer des paramètres climatiques ou quand on veut mesurer des paramètres de pollution, le grand problème, c'est que de nombreuses études qui sont connues, soit sur une région ou un bassin versant, soit sur un thème ou des paramètres donnés, toutes les méthodes qui ont été utilisées, ce sont des méthodes qui ne sont pas surtout harmonisées. On ne mesure pas de la même manière. Vous pouvez trouver un travail, par exemple, qui mesure en haute fréquence. Qu'est-ce que c'est que la haute fréquence? Il y a quelqu'un qui peut mettre un capteur sur une rivière et il mesure chaque demi-heure. Vous imaginez, il y a combien de demi-heures sur l'année? Mais imaginez quelqu'un qui va mesurer seulement le mois de juin et le mois de janvier. Il n'a que 2 points. Vous imaginez que celui qui mesure sur 2 points, s'il vous donne un taux d'érodabilité, et celui qui mesure par demi-heure, les erreurs dépassent les 1000%. Et nous, ce que nous avons essayé, c'est d'essayer d'insérer la méthodologie harmonisée pour pouvoir donner des résultats que le décideur peut prendre en compte. Parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a eu des travaux dans les anciens temps qui mesurent par exemple les zones hautement érodables, mais c'est seulement de la modélisation. Mais la modélisation ne donne pas la réalité. Alors, j'avance. Alors, quels sont les paramètres que nous utilisons? Ce sont les paramètres climatiques. Essentiellement, c'est la température atmosphérique et les précipitations. Vous pouvez être sûr que dans ce cas-là, ce sont des données qu'on ramène soit de l'Office national de météorologie, soit de l'NRH. Et on va le voir tout à l'heure, hein, quand on ramène les données, c'est pas forcément qu'on a de bonnes données. Hein. Nous avons des capteurs qui travaillent sur 10 ans, 15 ans, et après on peut trouver des capteurs qui,
ont des lacunes, on les appelle des données gruyères. Et quand on a du gruyère dans les données, il faut utiliser des modèles mathématiques pour pouvoir les combler. Et vous allez voir que dans les comblements de données, il y a toute une technologie derrière pour pouvoir la valider. Et c'est ça la méthodologie de recherche. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre n'importe quelle méthode et dire, voilà, nous avons telle tendance ou telle tendance ou telle tendance. Chaque tendance devrait être vérifiée et validée. Pour les paramètres hydrologiques, essentiellement, ce que nous allons voir tout à l'heure, nous avons pris les débits d'Iswed, plus évidemment les relevés piézométriques. Les relevés piézométriques, on regarde un petit peu comment évolue une nappe d'eau, d'accord, ou les stocks d'eau. Pour les paramètres de qualité, c'est ce que connaît tout le monde, hein, presque tous les mémoires que nous encadrons donc au sein de l'université de Béjaïa ou dans d'autres universités, on y va vers l'ouest, on prend une petite quantité d'eau, on regarde la température de l'eau, on regarde la matière en suspension, on regarde la conductivité ou la salinité, ainsi que d'autres paramètres, par exemple ceux qui regardent les métaux lourds, ceux qui regardent les hydrocarbures, tout un chacun évidemment. Mais le problème dans toutes ces mesures-là de mémoire, c'est que c'est la fréquence d'échantillonnage. Généralement, tous les travaux sont basés sur les travaux de mémoire, donc de master, les mémoires d'ingénieurs, et les mémoires d'ingénieurs, ils sont valables seulement sur une petite période de l'année, alors que ces mesures-là demandent vraiment de la haute fréquence. Alors, sur quoi c'est basé? C'est basé sur des méthodes rétrospectives, et donc toute la méthodologie que je vais vous raconter tout à l'heure, ou maintenant, c'est basé sur des méthodes rétrospectives. C'est tout d'abord comment retrouver les enregistrements historiques. Je vous ai dit qu'on les ramène souvent de l'Office national de météo ou l'ANRH. Évidemment, quand on a ces bases de données, la première des choses, il faut les combler. On va le voir tout à l'heure comment on le fait. Et après, il faut faire de l'analyse statistique. Là, ça demande des analyses assez lourdes. L'essentiel dans ces analyses, c'est de trouver les tendances. C'est-à-dire, tout à l'heure, il vous parle de ce qui va se passer en 2025, mais 2025, personne ne l'a vécu. Il n'y a que les modèles mathématiques qui puissent projeter ce qui va se passer en 2027. Et d'ailleurs, pourquoi 2025, pourquoi 2050 et pourquoi 2100? Pourquoi les gens recherchent ces années-là? 2025 et 2050, ça a une relation surtout avec le SNAT. C'est le système national de l'aménagement du territoire. Essayez de taper comme ça sur Google, écrivez SNAT, file type .pdf, vous allez pouvoir donc télécharger un document qui s'appelle le SNAT. Ce SNAT, le dernier, a commencé à partir de 2010. Il projette en tous les cas notre pays en termes d'infrastructure d'ici 2025. Donc les travaux qui devraient être posés au niveau des programmes nationaux de recherche, devraient en tous les cas pouvoir modéliser avec des certitudes assez correctes vers 2025, si ce n'est 2050. Donc évidemment, dans ces analyses à tendance, l'une des choses, et on va le voir tout à l'heure, c'est essayer de regarder s'il y a effectivement un changement climatique, c'est-à-dire que la cyclicité des saisons a changé. Donc il y a eu quelque part une rupture, et cette rupture, il faut aller la rechercher, si elle existe. Donc, on devrait faire, donc, tout à l'heure, il vous a montré la période de retour des événements extrêmes, il a montré les événements extrêmes, on va voir ces cycles, est-ce qu'ils sont répétitifs, est-ce que la période est répétée, ou est-ce qu'il y a tout simplement des ruptures de cycles. Et évidemment, à cela, nous allons faire les méthodes prospectives, donc il y a de la modélisation, pour pouvoir projeter que va être le territoire d'ici 2100. Alors, pour ces méthodes-là prospectives, ils utilisent des scénarios. Les scénarios, parce qu'on va voir les modèles tout à l'heure, tout dépend des données qui sont disponibles. Nous, les données qui sont disponibles, ils nous viennent souvent de la DPAT. Nous allons voir tout à l'heure comment que la direction de la planification et de l'aménagement du territoire organise les données pour qu'on puisse les utiliser. Et évidemment, on est obligé de calquer notre méthodologie de travail à la méthodologie donnée par le groupe international des experts du climat. Et là, vous avez des scénarios, c'est le scénario A1, le scénario A2, le scénario B1 et B2. Tout cela, c'est des modèles. Regardez dans les modèles quels sont les paramètres qu'on devrait utiliser. Voilà. Alors, on va essayer de parler de... Bon, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure par M. Azoug. C'est que
tout ce qui se fait dans la modélisation, c'est qu'on tient compte des émissions de gaz à effet de serre, on applique dans les modèles de circulation atmosphérique, donc il y a pas mal de choses qu'on brasse à l'intérieur, ça utilise quand même une puissance informatique assez importante, mais nous on n'est pas à ce niveau-là. Je vais essayer seulement de vous raconter les résultats, et après on va vous parler des résultats de mesures que nous avons effectuées. Donc tout cela, c'est pour les injecter dans les modèles hydrologiques. Bon, le grand problème de ces travaux-là, c'est qu'il y a de nombreuses incertitudes sur les données et les modèles. C'est assujetti à beaucoup d'incertitudes, donc à d'erreurs. Les chiffres que nous allons obtenir, ce sont des chiffres qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de précautions. Ce n'est pas forcément la réalité. Et ce qui est important, c'est de retenir les tendances. Tout est basé sur l'analyse à tendance. Et vous allez voir que sur l'analyse à tendance, il y a beaucoup de modèles qu'il faut savoir triturer avec des restrictions quand même assez draconiennes. Alors, nous allons commencer ce qui se passe à l'échelle de la planète. Donc, à l'échelle de la planète, voilà, tout le monde, hein, il n'y a pas deux qui peuvent donc se contredire. Il y a une augmentation de la température moyenne au niveau du globe qui est à peu près de 0,6 degrés Celsius pendant le XXe siècle. Alors, pour les modèles aussi, tout à l'heure c'était la mesure, maintenant c'est les modèles. Par contre les modèles, voilà ce qu'ils disent. D'ici 2100, il va y avoir une augmentation de température entre 2 et 4 degrés Celsius, et nous allons voir si le mode de gestion de la planète reste tel quel. C'est-à-dire si on ne change pas de mode, si on reste gros boulimique ou énergétivore, évidemment, c'est la tendance la plus correcte. Mais en termes de modélisation, ce n'est pas forcément vrai. Alors, maintenant, à l'échelle de la planète, qu'est-ce qui a été observé? C'est que, en moyenne, il y a une augmentation des précipitations, qui est de 3%, c'est-à-dire qu'il y a une pluviométrie. Mais on va voir tout à l'heure que ça augmente d'un côté et ça diminue de l'autre côté. Donc il y a une disparité spatiale. Il y a une augmentation de la température, cela va de soi. Si la température augmente et si les précipitations augmentent, l'évaporation aussi augmente. Il y a donc une augmentation du temps de résidence moyen de la vapeur d'eau, qui dit de l'eau beaucoup dans l'atmosphère, ça dit aussi que les températures augmentent encore un peu plus. D'accord ? Donc, il y a une disparité spatiale, il y a une intensification sur les régions de haute latitude et équatoriale, par contre une stagnation au niveau des zones tropicales et méditerranéennes. Regardez là, et c'est ce qu'on va voir dans nos résultats. En tout cas, au niveau de la Méditerranée, on dit que le climat est très influencé par un phénomène qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. Qu'est-ce que c'est que cette oscillation nord-atlantique? Ce sont deux masses d'air, donc une dépression et un anticyclone qui se battent juste au-dessus de l'Angleterre. Évidemment, ça a de l'influence directement chez nous. Pourquoi? Parce que ces masses d'air, quand elles se battent, donc quand elles se déplacent, donc la différence, il y a un indice qu'on appelle l'indice de Nao, a un effet directement sur la sécheresse ou l'humidité du Maghreb. On dit quand on a un indice négatif, nous sommes donc en mode sécheresse, c'est bien ça, M. Benhamish, et quand l'indice est positif, on est en mode humidité. Donc ce phénomène, on va le voir tout à l'heure sur nos résultats, parce que nous, quand on regarde les précipitations, on peut au moins faire un travail corrélatif avec l'indice NAO que vous voyez juste là en bas, donc il peut être positif, il peut être négatif, pour voir est-ce qu'il y a une haute corrélation. Il y a un travail qui a été publié dans ce sens par M. Benhamish pour vous démontrer que sur certaines stations, il y a de grandes corrélations avec l'indice NAO, c'est-à-dire qu'un phénomène planétaire influe sur un climat local, et des fois, le phénomène planétaire n'influe pas du tout sur le microclimat local. Alors, évolution des précipitations à l'échelle du globe. Bon, toujours la même chose, hein. Vous voyez, pardon, je reviens en arrière, s'il te plaît. Oh là là, je suis en train d'avancer ou de reculer là. Voilà. Ce qu'on remarque,
regardez, il y a une disparité. Regardez là, ça peut plus sur les pôles, sur l'équateur, il y a un peu plus de pluviométrie, mais là, il n'y a presque rien. Alors, ça veut dire que les gens qui ont fait donc des études ont dit qu'il y a une augmentation, en moyenne générale sur la planète, il y a une augmentation des précipitations. Mais toujours avec la disparité spatiale. C'est-à-dire sur les pôles et sur les équateurs, ça pleut, mais par contre, sur les zones méditerranéennes tropicales, sèches et désertiques, il y a moins de pluviométrie. Ça, c'est une observation globale. Alors, l'une des choses qui se remarque aussi, c'est sur la calotte glaciaire. Tout à l'heure, vous avez montré quelques images. On voit, alors là, ça c'est une image donc satellitaire de 1992 et là de 2002. Et bien, la calotte glaciaire, elle a perdu presque une surface équivalente au 10e de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a une fonte des glaces, ça a été observé. Mais ceci n'empêche pas qu'il y a seulement une année, on voit que la glace se reconstitue aussi. Donc, ça dépend en quelle période on observe. Alors, l'essentiel, c'est que sur les 30 dernières années, la banquise arctique, elle a été réduite d'une surface équivalente au quart de la surface de notre pays. Alors là, à partir des années 20, on a remarqué aussi sur les débits des fleuves qu'il y a une augmentation des débits, mais aussi avec une disparité. On voit que sur certains fleuves, ça dépend là où ils sont, soit au niveau de l'équateur ou soit au niveau des zones tropicales, on voit soit une stagnation, soit tout simplement, mais l'essentiel, c'est que la majorité des fleuves, il y a une augmentation des débits liquides. Alors, à l'échelle globale en moyenne, donc, les débits des fleuves augmentent de 4% pour chaque augmentation de 1 degré Celsius. Cependant, de nombreuses disparités spatiales, c'est ce qu'on vient juste de dire. Néanmoins, ces grandes règles connaissent des exceptions régionales. Une augmentation de débit moyen dans le nord et, chez nous, des diminutions de débit. Alors, là, ce sont les anomalies des débits dans le monde entre 2050 et la période 71-88. Toujours les mêmes observations. C'est-à-dire que ça soit en mesure, soit en analyse à tendance, on voit toujours les mêmes observations. Alors ça, c'est les stocks d'eau. Regardez, dans certaines parties, il y a une augmentation du stock d'eau. Dans d'autres parties, il y a une diminution des réserves en eau, donc au niveau des nappes. Alors, là aussi, ça a été dit tout à l'heure, quelles que soient évidemment les mesures faites, on remarque qu'il y a une augmentation du niveau de la mer. Ça a de l'importance. Tout à l'heure, ça a dit l'augmentation de température va dans le sens de l'expansion de l'eau. Évidemment, l'expansion de l'eau, évidemment, le niveau d'eau augmente. Regardez une petite simulation un peu plus tard. Alors, là, c'est la modélisation. Donc, sur la modélisation, ce qu'on voit, en arrière, voilà, sur la modélisation, ce qu'on voit, c'est que tous les modèles disent qu'il va y avoir une augmentation du niveau de l'eau de 20 cm jusqu'à presque 80 cm. Si c'est vrai, voilà les possibilités qui peuvent se dérouler, par exemple, au delta de Nil en Égypte. Voilà actuellement l'image. Vous avez l'image. Voilà donc les côtes. Si l'augmentation est de 1,5 mètre, en tous les cas, il va y avoir un déplacement de personnes de 8 millions d'habitants. Et 5700 km² de terre arable vont être submergés. Alors qu'avec 50 cm, c'est un possible scénario du GIEC, il va y avoir 4 millions de personnes qui vont être déplacées avec presque 1800 km² de terre arable qui vont être submergées. Mais ce n'est que des scénarios. D'accord? C'est de la fiction. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution de la température de la surface des eaux, évidemment. Même au niveau de la surface des eaux, la température a augmenté durant les 5... Oh là là, le problème de la technologie. Voilà. Donc, si la température de l'eau augmente, si le niveau de l'eau augmente, et si le taux de CO2 augmente, il va y avoir un petit problème.
il y a des chimistes parmi vous, vous savez que quand le CO2 augmente, c'est que le CO2 il est soluble dans l'eau. Et le CO2, quand il est soluble dans l'eau, il se transforme en carbonate. Et s'il se transforme en carbonate, il acidifie l'eau. Donc, le grand problème, c'est que tout ça a tendance à donner une acidification. Une acidification de l'eau de mer, et vous savez quel est l'impact de l'acidification de l'eau de mer sur la chaîne trophique, surtout sur les mollusques. Alors celle-là, je ne peux plus pas. Là, j'étais là. Et après, il faut faire ça. Voilà. Donc il va y avoir un impact direct sur les mollusques. Donc un impact direct sur tous les organismes qui ont comme carapace le calcaire, donc ils vont mourir naturellement, vu l'acidification de l'eau de mer. Donc ça va toucher toute la chaîne trophique qu'il y a en mer. Et voilà. Maintenant, on sort de l'échelle globale et on va rentrer à l'échelle méditerranéenne. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Méditerranée? Ben, les mêmes observations, hein. Mais ça, c'est à l'échelle de la Méditerranée. C'est qu'on a remarqué que ça dépend si vous êtes au niveau de la rive nord ou de la rive sud. Donc, vous avez essentiellement des diminutions moyennes annuelles des précipitations de 5 à 35%, avec une augmentation de la température. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La même chose au niveau de la température de la surface de la mer. On observe, avec une disparité évidemment, et les modèles qui projettent jusqu'à 2100 vous montrent un petit peu comment que la Méditerranée se chauffe soit au niveau nord ou au niveau sud. Alors, distribution géographique des vitesses de variation des niveaux de la mer, la même chose pour le niveau de la mer aussi. Là, vous voyez, les zones là où ça va augmenter beaucoup et les zones là où ça va augmenter moindre. Mais la tendance va toujours dans l'augmentation du niveau de la mer. Alors, la Méditerranée est un cas spécial parce que, tout simplement, en plein été, c'est presque la seule mer qui peut prendre jusqu'à 700 à 800 millions d'habitants. C'est une mer qui est très visitée. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un hot spot du changement climatique. Alors la Méditerranée, on l'a dit tout à l'heure, augmentation des températures, diminution des précipitations, mais il y a un impact anthropique assez important parce que les côtes sont très habitées et surtout très visitées en pleine période touristique. Donc il y a forcément un impact dû à l'agriculture, dû à l'industrialisation et à l'urbanisation. Juste, je vais ouvrir une petite parenthèse. Tout à l'heure, quand on nous a présenté que le Maroc a un indice meilleur, ainsi que la Tunisie meilleur que l'Algérie, en tout cas pas sur la ressource en eau, on vient juste de lire un travail, c'est que les Tunisiens et les Marocains, et on va le voir d'ailleurs sur certains de leurs travaux, ils ont des abattements de nappes qui arrivent jusqu'à 40 mètres. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont travaillé tellement l'agriculture et ils exportent, juste pour que vous sachiez, quand on exporte 1 kilo de tomates, on exporte avec 5 mètres cubes d'eau. Donc vous imaginez, nous, on n'exporte pas beaucoup de tomates, ça veut dire qu'on garde quelque part notre eau. Il y a des fois des effets positifs au non-travail de l'agriculture. On préserve des fois la ressource. Donc actuellement, l'état actuel, c'est qu'il y a une pression très forte sur la ressource en eau, il y a une diminution de la quantité et dégradation de qualité. Ça, tous les travaux qui le démontrent, il n'y a qu'à faire un petit voyage le long de la Soumam et on voit que la qualité a été vraiment dégradée, en tout cas de l'eau de surface. Les demandes en eau a doublé pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a à peu près 20 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable au niveau de toute la Méditerranée. 45 millions de personnes, pas d'accès à un système d'assainissement, ça rejette directement, et nombreux cours d'eau, entre autres la Soumam, qui est très, très, très polluée. Maintenant, en termes de projection future, si on reste avec notre méthode de vie actuelle,
Et évidemment, nous allons passer, tout à l'heure on était à une quarantaine de millions de personnes qui n'ont pas d'eau, nous allons passer à 290 millions de personnes qui seront en situation de pénurie. Évidemment, ces choses-là commencent à s'observer, surtout pour le cas de l'Égypte, pour le cas d'Israël, pour le cas du Liban, pour le cas de la Jordanie, pour le cas de la Turquie et de l'Irak parce qu'elle est juste derrière, et de la Syrie. Les gens se battent déjà pour leur bassin versant. Le cas de l'Égypte est un cas éloquent. Ils sont presque en état de guerre avec l'Éthiopie et le Soudan derrière à cause des constructions de barrages. Donc, les pénuries commencent à se ressentir. C'est-à-dire que les modèles n'ont pas vraiment tort. Alors ça, c'est la pression qu'il y aura. Actuellement, l'Algérie, elle est sur un indice à peu près de 25 à 50. C'est-à-dire nous allons connaître, on connaît déjà des cas de conjoncture. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec le secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Nous connaissons des problèmes de pression au niveau du bassin sur déjà l'extraction d'eau, mais aussi sur des phénomènes qui commencent à apparaître comme la salinité. Et ça, on les voit. Hein. Alors, ces choses-là vont être accentuées dans un futur assez proche. 2025, c'est demain. Alors maintenant, on sort de l'échelle de la Méditerranée et on va rentrer à une échelle plus locale, c'est-à-dire au niveau du Maghreb. Alors, les travaux que nous avons menés, donc c'est essayer de comparer tout un chacun avec ses compétences. Donc, nous avons des compétences pour la mesure des matières en suspension, de traiter des données climatiques, de la mesure de la pollution des eaux de surface, connaître l'interaction qu'il y a entre l'eau de surface et l'eau de nappe, c'est les travaux de M. Benhamish. Par contre, les gens du Cap Bon sont très bons pour la mesure de l'intrusion marine, et les gens du Maroc sont bons aussi pour aller suivre l'évolution de leur stock d'eau. Évidemment, ce sont les bassins que nous avons comparés, tout un chacun avec son niveau de compétence. Évidemment, si on fait des projets, c'est pour pouvoir transférer évidemment les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude, nous, il n'y a aucun travail qui est fait à Béjaïa sur l'intrusion marine. Mais maintenant, nous avons la connaissance via nos amis du Cap Bon qu'on peut appliquer évidemment sur l'intrusion, s'il y a évidemment une intrusion au sein du bassin de la Soumane. Alors, juste pour vous essayer de vous montrer ce que c'est qu'un bassin versant, j'espère que la chose va fonctionner. Ah non, le petit flash ne fonctionne pas. Alors, j'espère que ça va fonctionner, sinon on va passer à parler des données institutionnelles, s'il te plaît. Voilà. Comment on clique dessus? Bon, ça ne veut pas fonctionner. C'était une. Je pense qu'il n'a pas le truc flash. Là, c'est une animation flash que j'avais préparée juste pour essayer de voir une goutte de pluie quand elle tombe dans un bassin. Il y a donc des lignes de partage d'eau et comment qu'elle sillonne pour se retrouver à la sortie, donc vers la mer. Donc il y a des bassins côtiers algériens. Et évidemment, si vous prenez le bassin de la Soumane, qui est quand même assez important, avec 9200 km², vous savez, Sétif, Al-Borj, une partie d'Al-Borj, Bouira et Béjaïa, tout ça, c'est le bassin versant de la Soumane. Donc s'il pleut à Sétif, la goutte d'eau, donc si elle n'a pas de barrière, elle va se retrouver tout simplement au niveau de la sortie, hein, au niveau, comment on appelle ça la sortie, au niveau de Sqala. D'accord? Et vous allez voir que sur ces travaux-là, généralement quand on veut faire un travail, il ne faut pas trop se fatiguer, il suffit seulement d'aller à la sortie et de regarder tout ce qui arrive pour pouvoir faire évidemment des approches. Alors, ça ne marche pas la présentation, on va y aller. Alors, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les données institutionnelles, parce qu'on est en train de faire une sorte d'un atlas du bassin de la Soumane, donc avec les données institutionnelles et les données de mesure. Voici comment est organisé le fichier de la DPAT. Donc vous voyez là toute l'organisation, là la sous-organisation, donc qui a été faite évidemment chez nous.
Donc, je suis toujours sur l'organisation des données de la DPAT. Là, ce sont les données de mesure que nous faisons sur le terrain. Donc, essentiellement, c'est les séries chronologiques que nous ramenons, c'est les bases de données, ONM, le port, la MRH, les mesures du flux hydrosédimentaire qu'on fait sur le terrain, les mesures des paramètres de pollution qu'on fait sur le terrain, ainsi que la cartographie que nous ramenons, donc soit des modèles numériques de terrain, des cartes géologiques, des cartes lithologiques, des cartes d'occupation de sol, etc., etc. Généralement, on se débrouille via des bureaux d'études. Par exemple, pour la carte agriculture, c'est le BNEDER. Donc, je ne vais pas trop détailler ça. Alors, ça, c'est la spécificité de chaque partenaire recherche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité des eaux superficielles et souterraines, la mesure haute fréquence des flux hydriques et sédimentaires. Ça, c'est une première. Nous sommes les premiers à mettre au niveau de la sortie du bassin de la Soumam un capteur qui mesure des données, conductivité, température, pH, oxygène dissous, mais aussi il y a 2 autres paramètres, à une fréquence d'une demi-heure, chaque demi-heure. C'est une première, alors que le dernier travail qui a été fait, il a été fait en hebdomadaire en 2010, et les derniers travaux ne travaillent que 2 points par an. Alors, le Rumel, donc, vous connaissez tous le barrage Ben Haroun, donc on a une équipe qui suit les fuites de ce barrage, donc il quantifie parce qu'il a un problème de fuite. Nos amis marocains suivent les infiltrations et recharges de la nappe, et le Cap Bon s'intéresse beaucoup plus au phénomène du biseau salé, donc de l'intrusion marine, ainsi que de la recherche de nappe. Tout à l'heure, je parlais aussi avec notre ami, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture, que l'une des solutions pour contre la salinisation, c'est tout simplement la recherche de nappe avec le traitement de nos eaux usées. Évidemment, ça aussi, c'est un autre problème, si vous voulez, qu'on en discute pendant le débat. Pourquoi ça ne fonctionne pas, ces choses-là? Voilà. Justement, en cours, je reviens. Alors maintenant, je vais... Voilà. Ça, ce sont les mesures que nous faisons. Donc, nous avons un piézomètre. Ça, c'est le capteur à haute fréquence, donc qui mesure juste à la sortie du bassin. Et ça, c'est un préleveur automatique en cas d'événements extrêmes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au prélèvement, nous laissons notre préleveur automatique travailler tout seul, comme ça, quand l'événement extrême passe, nous pouvons aller récupérer les échantillons. Là, c'est les logiciels que nous utilisons, vous connaissez tous ArcGIS, mais on utilise aussi ce qu'on appelle un archiveur de base de données, c'est le SafeGIS. Ça nous permet donc de faire de la bonne cartographie, mais surtout ça nous permet de faire de la géostatistique. Voilà quelques cartes que nous avons obtenues. Là, vous voyez un bassin, évidemment la carte géologique, le MNT, par exemple la densité de population. On avance. Là, c'est une carte qui peut intéresser nos amis. Là, par exemple, c'est la carte du BNEDER que nous avons calée. Et là, c'est une carte que nous avons calée. Ça, c'est le MNT sous-marin. D'accord? Et ça, c'est le MNT terrestre. Voilà une partie qui n'est pas du tout connue chez nous. Personne n'est arrivé à ce niveau-là de résolution. Et nous allons voir que tout à l'heure, que le bassin de la Soumam, il envoie jusqu'à presque 5 millions de tonnes an de matière en suspension. C'est-à-dire, nous pouvons, en tous les cas par modélisation et via la connaissance pratique, à dire comment que toute cette partie est en train de se remplir. Ça a de l'importance parce que sur le littoral, on fait beaucoup d'extraction de sable. Donc sur les plages, il est grand temps, quand on a la connaissance combien qu'on charrie de sable au niveau donc, de Bougie-Plage, de pouvoir trouver maintenant des solutions. Pourquoi ne pas extraire le sable sous-marin? La technologie le permet. Nos amis italiens, ça va faire plus d'une trentaine d'années qu'ils ne font plus d'extraction de sable terrestre. Ils passent directement, évidemment parce qu'ils ont des bassins qui divergent, beaucoup de sable. Alors c'est toujours les cartes. Quelques cartes. Là, qu'est-ce qu'on fait des cartes? Donc on extrait la géomorphologie du bassin, c'est-à-dire les pentes, donc presque une information. Là, c'est une étude comparative sur une base de données. Là, on regarde les températures annuelles
et on compare entre Béjaïa, Annaba, Alger, et on voit que sur les températures moyennes annuelles ou sur les températures maximales annuelles, la tendance est la même. Nous voyons une tendance à l'augmentation, comme si qu'il y avait une rupture de cycle à partir de 1980. Et pour ceux qui étudient le climat, 1980-1985 est une date butoir pour les changements climatiques. Donc, en tous les cas, sur ces, parce que si je dis Béjaïa Soumam, ça concerne la station seulement des ports. D'accord? Mais si je regarde toute Béjaïa, il va jusqu'à le Balj, Sétif, peut-être que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, sur le littoral, ce qui a été observé, que ce soit en température annuelle moyenne ou les températures maximales annuelles, il y a une tendance à l'augmentation seulement à partir de 1980. Et vous allez voir que pour les climatologues, la NAO, donc l'oscillation nord-atlantique, elle a changé de cyclicité seulement pendant ces années-là. C'est comme si qu'il y avait une influence d'un phénomène climatique planétaire, en tous les cas sur le littoral algérien, parce que là on a observé Alger, Annaba et Béjaïa. Alors, cette observation, évidemment, quand on observe, on a des données, on va les traiter. On a observé aussi que depuis ces années-là, il y a une augmentation de la température, elle s'observe aussi, on a regardé seulement les nuits d'été. On a plus de nuits d'été plus chaudes. Et on a des journées plus caniculaires. Les journées caniculaires, ça fait partie des phénomènes extrêmes. Donc tout va vers l'augmentation. Alors ça, c'est une image assez extraordinaire. Elle montre que sur les précipitations annuelles, donc entre le 5 avril et le 2 octobre, l'essentiel des précipitations sont tombées seulement entre le 3 septembre et le 2 octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde la pluviométrie, on dit que Béjaïa est une région à haute pluviométrie par rapport aux autres régions. Mais sachez seulement qu'on est à haute pluviométrie, mais si on travaille en cumulé, l'essentiel de la pluviométrie tombe seulement sur des petites périodes. Et ça a des conséquences, évidemment, sur les infiltrations et sur les remplissages des nappes. Alors, évidemment, donc, on observe moins de jours de pluie, plus de jours d'orage en été. Tout ça, ça a de l'importance sur les résultats qu'on va voir tout à l'heure. Alors, nos amis marocains, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient par contre des abattements de nappes. Eux, quelle que soit la nappe qu'ils regardent, ils arrivent à des abattements qui arrivent jusqu'à 40 mètres. Nos amis tunisiens, eux par contre, ce qu'ils regardent, ils regardent évidemment une baisse de niveau piézométrique qui est de 0,5 à 1 mètre par an, mais par contre, ils voient une intrusion marine assez importante. Ils ont des salinités qui atteignent jusqu'à 7 grammes par litre. Ils sont vraiment très loin par rapport à nous. Hein. Nous, on est maintenant à 1,2, mais ce n'est pas de l'intrusion marine. En tous les cas, à Akbou, ça ne peut pas être l'intrusion marine. Alors, maintenant, ça c'est le travail d'une dame, donc Madame Alili. Donc, vous reconnaissez tous ce petit pont. C'est le pont de la Soumam. Et là, on a placé 4 stations de mesure. Chaque semaine, on prend donc des quantités d'eau et on regarde seulement la matière en suspension. Hebdomadaire pendant 52 semaines. Vous regardez là, vous avez les 52 semaines et comment évoluent certains paramètres. Le paramètre le plus important qu'on a regardé, c'est la matière en suspension. Évidemment, par un calcul bilan, on retrouve que la masse charriée par le bassin de la Soumam à sa sortie, elle est presque de 5 millions de tonnes par an. C'est une quantité assez importante, évidemment, que les industriels peuvent récupérer. Alors, ça, c'est la synthèse globale de tous les travaux. Je pense que M. Benhamish, vous êtes programmé pour ces journées ou pour le 22? Pour le 22, lui, il va exposer toute cette partie-là. Donc, il a essayé de regarder comment que l'eau de surface est polluée et il a regardé aussi les eaux de nappe et il regarde les interactions entre les eaux de surface et les eaux de nappe. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir filtrant du sol est gardé ou pas?
Il y a toute une partie qui est là, qui est très très importante. C'est un logiciel qui a été conçu par un de nos étudiants en master en informatique. Donc là où il a fait une petite application, oh là là, une petite application, donc un software, pour faire quoi? Pour pouvoir implémenter les données manquantes. Je vous ai dit au départ que les données que nous ramenons, ce sont des données gruyères, donc il y a beaucoup de trous. Et évidemment, il y a beaucoup de techniques mathématiques selon le pourcentage de données manquantes. On a pu donc monter un logiciel, donc propre au laboratoire, pour pouvoir implémenter les données manquantes. Cette partie-là, c'est ce que je viens juste de vous dire sur l'érosion, c'est-à-dire qu'on jette à peu près 5 millions de tonnes par an. Cette partie-là, c'est l'analyse à tendance. Et là, elle est très très importante, c'est, on regarde, on arrive à voir l'interpénétration saisonnière. À chaque fois quand on expose ça chez les agriculteurs, effectivement, et ça s'appelle tout simplement l'interpénétration saisonnière. C'est-à-dire que les saisons sont interpénétrées, on n'arrive plus à reconnaître les choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Et on remarque là quelques analyses à tendance, et quelle que soit l'analyse que nous faisons, nous voyons que les précipitations augmentent et que les températures augmentent, ce qui ne diffère pas vraiment de ce qu'observent nos collègues ailleurs. Là, c'est l'analyse des stocks. Là, c'est un travail qui est fait par Madame Khabrez. On remarque qu'il y a des diminutions de la piezo, qui est assez importante, mais des fois, quand il y a de la pluvio, qu'on corrèle évidemment aux précipitations, la nappe reprend sa charge. Ceci n'empêche pas, je laisserai peut-être au débat la discussion sur la salinité. Je vais finir par ce petit travail qui vient juste d'être publié, c'est ce qu'on appelle l'analyse par ondelette, qui a démontré tout simplement que certaines stations, alors je ne vois pas bien, mais là, quelque part, ça c'est des stations très corrélables et des stations qui ne sont pas corrélables. Ce sont les stations de mesure que nous utilisons. Ça veut dire que le bassin de la Soumane, il y a des parties qui sont très fortement influencées par l'oscillation nord-atlantique, et il y a des parties qui ne sont pas du tout influencées. Ça veut dire que nous avons des zones, des microclimats spécifiques à la région. Alors là, pour terminer, je vais vous dire merci avec toutes les langues du monde. Merci, Madame la Présidente. Merci, professeur Madani, pour cette présentation.